Et mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Cette semaine sera à mettre sous le signe d'Erix. Mais avant ça, PDG. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis fier de recevoir Walid. Salut Walid. Salut, ça Comment va? tu vas? Très bien, je te remercie de me recevoir. Bah déjà, Walid, merci d'avoir accepté l'invitation. Je te le disais en off, mais il est impératif qu'on se penche sur le sujet, que tu nous donnes ton point de vue, parce que c'est un phénomène qui bousille la vie des familles, qui bousille notre quotidien, clairement, et c'est un fléau. Déjà, Walid, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes, s'il te plaît? Moi, c'est Walid, comme tu viens de le dire. Donc, je suis fonctionnaire de police depuis 18 ans. Je travaille en Seine-Saint-Denis. Ça fait une paire d'années que je suis sur le terrain. Je suis issu aussi entre guillemets d'un quartier défavorisé, mais en province. Bon, ça change pas les problématiques. Et je suis arrivé sur Paris depuis 2005, et policier depuis ce temps-là. Tu viens d'où précisément? Alors moi, je viens de Bourgogne, d'une ville qui s'appelle Dijon. Bon, on la connaît bien, hein, Ouais, c'est ouais. clair. Et du coup, depuis toutes ces années-là, sur la région parisienne, je suis devenu parisien par adoption, là, ça y est. Et pour quelle raison, toi, t'as souhaité devenir policier? Alors moi, c'est une raison, tu vois, c'est un peu une raison personnelle. Je vais pas dire que c'était le rêve de ma vie, ce serait de mentir. En fait, si tu veux, j'ai vécu le rêve de mon père par intermédiaire. En fait, il a vécu son rêve à travers moi parce qu'il a toujours voulu être policier, tu vois. Et moi, j'étais pas du tout dans cette branche-là, mais du coup, j'ai fait le concours, j'ai passé le concours, j'ai eu le concours où je suis rentré en école de police en 2004. Et en fait, c'était peut-être pas une vocation, mais c'est devenu une passion. Voilà. Tu vois, je suis pas rentré par vocation, j'ai pas honte de le dire, mais là, c'est devenu une passion et c'est un métier que j'ai appris à aimer, que j'aime encore et plus le temps passe et plus je l'aime malgré toutes les difficultés qu'il y a. Et qu'est-ce que la corporation t'a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Elle m'a apporté de la confiance en soi, déjà. Ça, c'est la première des choses. Elle m'a apporté aussi le respect des valeurs. Alors, elle m'a apporté aussi une autre vision de la société, une autre vision des gens, parce que c'est un métier compliqué, on va pas se mentir. L'ensemble de mes collègues qui font ce métier-là, franchement, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup d'humilité aussi. Il faut beaucoup de remise en question. Ça, c'est très important, la remise en question. Et on apprend beaucoup de la nature humaine. En fait, je pense que le policier, maintenant, de nos jours, c'est peut-être l'un des hommes ou des femmes, hein, bien entendu, où on connaît le mieux la nature humaine, en fait. On arrive à avoir une perception complètement différente. Et c'est vrai que certains disent que l'ordinaire du policier, c'est l'extraordinaire du citoyen. Mais c'est complètement vrai, en fait. Et donc, on apprend vraiment à connaître la nature humaine. On voit le pire comme le meilleur. C'est vrai qu'on parle souvent de la police dans les moments graves, dans les actions très graves, mais il y a de très beaux moments. Il y a des policiers qui mettent au monde des bébés, il y a des policiers qui sauvent des vies tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire, mais il y a des moments graves aussi. Et là, quand on vit ces moments-là, on s'aperçoit que des fois, la vie tient à rien du tout. Et ce métier nous apprend, en fait, que tous les jours, c'est une bénédiction, en fait. Tous les jours, c'est une victoire, en fait. Et donc, il faut profiter de chaque journée. Donc ça, je pense que c'est ce que ce métier m'a appris. La chose la plus importante, c'est ça, je pense. T'as exercé un petit peu en Bourgogne? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est tout le paradoxe. Jamais. Après, peut-être qu'un jour j'y retournerai, je ne sais pas. Mais j'ai exercé à Marseille, dans les quartiers nord, en stage. Parce que tu sais, en école de police, on a 3 mois de stage. J'ai exercé dans les quartiers nord. C'était ma première approche sur le terrain de la police, tu vois. C'était les quartiers nord de Marseille. Et je suis venu directement sur Paris. Sur Paris, où j'ai fait Paris intramuros pendant 3 ans. Et je suis venu dans le 93 en 2008, directement. Mais c'était un choix de venir dans le 93. C'est un département qui est souvent décrié, mais moi, je l'aime beaucoup, ce département. Je le trouve extraordinaire, ce département. Franchement, on a de tout, c'est exceptionnel. On voit absolument de tout. Et de toute manière, comme certains collègues, des amis en plus, hein, qui sont partis du 93 pour des mutations. Et tout le monde regrette le 93, tu vois. Donc, oui, tout le monde regrette le 93 parce que ça a son charme. C'est bien sûr. A son charme, et puis c'est cosmopolite, on voit de tout, on rigole, il y a des affaires sérieuses, mais c'est le 93, quoi. Et tu as bien raison là-dessus. C'est un département rempli de talent. Oh que oui, il y a des vraies pépites dans le 93, on croirait pas, mais il y a de vraies pépites. Et les quartiers, ils sont bourrés de pépites, justement. C'est pour ça, justement, que avec certaines associations avec lesquelles je travaille, on cherche ces pépites, on essaie de les tirer
du quartier pour dire non, il y a une voie autre que ça, on va vous aider, on va vous soutenir, on va vous porter et on va vous emmener là où vous devez aller parce que vous êtes brillant et vous allez vous-même tirer les jeunes derrière vous et vous serez un exemple et vous tirez du monde. C'est comme ça qu'on va améliorer les choses. Walid, sans transition, hein, je voudrais qu'on aborde le thème des RICS. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ce phénomène connaît un gros boom. Voilà, comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a des familles qui pleurent. Bien sûr. Il y a des gens qui souffrent à cause de ce phénomène-là, malheureusement. Toi, en tant que policier, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Tu sais, l'année dernière, l'AFP disait qu'il y avait une hausse à hauteur de 8% en termes de recrudescence. Hein. Toi, qu'est-ce que tu as à dire déjà par rapport à ça? Tes chiffres sont avérés? Alors oui, nous je peux clairement te dire que oui, les RICS, il y en a de plus en plus. Et non seulement il y en a de plus en plus, mais j'ai envie de te dire qu'elles sont de plus en plus violentes. Voilà. Alors des RICS, il y en a toujours eu, des bagarres, il y en a toujours eu, mais à ce niveau de violence, non. Le problème étant, c'est que maintenant les RICS, ça part souvent de bêtises, de futilité, et malheureusement ça se développe de plus en plus, et les réseaux sociaux n'aident pas à ça. D'accord. Donc oui, les RICS, elles sont de plus en plus présentes, elles sont surtout de plus en plus violentes. On a des RICS qui sont armés maintenant. Maintenant, on ne se bat, c'est plus des bagarres à main nue, c'est des bagarres avec armes, que ce soit des armes à feu, des armes blanches. On peut tuer pour rien, pour des bêtises, pour une insulte sur un réseau social, tu vois, les snaps, tout ça, tout va très vite. L'information va super vite. Donc, à 8h du matin, tu peux balancer un truc sur le snap et on sait qu'à 16-18h, c'est la bagarre, tu vois. Mais en fait, ils ont pas de limite. Il y a plus de limite et c'est ça qui nous inquiète. Et tu parlais des réseaux sociaux. Toi, tu vois même à travers les réseaux ce phénomène se développer? Oui, bien sûr. Nous, tu sais, on n'est pas dupes dans la police et plusieurs de mes collègues, on est aussi à l'affût sur ces réseaux sociaux. On voit qu'il y a certains réseaux sociaux, si je peux les citer, bien sûr. Comme C'est pas des lol ou Fait divers 93, parce que nous on est dans le 93. On voit que tout ça se publie très vite et puis en fait ça fait le buzz et puis on sait que plus tu mets du buzz, plus tu peux. On va pas se mentir, il y a aussi de l'argent à gagner là derrière, parce que tu mets des images qui font des vues, et ben tu gagnes de l'argent, et puis certains cherchent ça. Et en fait, les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de mal en fait. On les contrôle pas, on a du mal à les contrôler, et tout va très vite à ce niveau-là, quoi. Ah ouais, toi tu vas déjà plus loin, tu vas clairement au cœur du problème en parlant déjà de monétisation. Bien sûr, bien sûr, parce qu'il faut prendre cet aspect-là, parce que c'est vrai que les RICS, elles sont là, elles sont de plus importantes, mais peut-être pas aussi nombreuses qu'on le croit. Parce que maintenant, justement, c'est par ces réseaux sociaux qu'on les voit plus. En fait, elles sont beaucoup plus apparentes. Mais elles étaient aussi là avant. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que certains vivent de ces RICS. Voilà. Ça, il faut vraiment le souligner. C'est une chose que peut-être que beaucoup oublient de dire, mais ça, il faut le dire. C'est que l'image fait l'argent. Voilà. Moi qui interviens souvent en milieu scolaire, de par mon association et puis avec d'autres personnes comme Abel Bowie, on le sait. On nous le dit. Les jeunes nous le disent. Oui, mais moi, quand je fais des vues, j'ai créé ça, je gagne de l'argent. En fait, on vit du malheur et de l'extrême malheur des gens. C'est-à-dire que malheureusement, quand on a des familles qui pleurent, et tu le sais très bien parce que tu en as reçu, d'autres ne voient pas ça, ne voient pas cette douleur. Pense à l'argent. On est dans une société où les jeunes, et ça je l'entends très souvent dans mes interventions en milieu scolaire, en fait c'est de l'argent, ils veulent de l'argent vite. Et ça, c'est un moyen d'avoir de l'argent vite. Et ça, c'est peut-être j'ai remarqué dans les différents médias, c'est peut-être une chose dont on parle peu. Mais les vues font de l'argent. Et certains sont contents de mettre des RICS, que ce soit avec des armes à feu, des couteaux ou même de simples RICS. Hein. Tu vois, malheureusement, on peut ramener le phénomène de RICS même à l'harcèlement scolaire, tu vois, parce que quand on sort de l'école et qu'on a des RICS, et malheureusement, ça fait partie aussi de cet harcèlement scolaire, tu vois. Et on est heureux de publier ça. Et c'est ce qui fait que t'as des jeunes, malheureusement, qui sont sur les snaps, qui sont retweetés, qui sont mis à foison sur les réseaux sociaux, et on arrive non seulement, malheureusement, à des familles endeuillées, parce que lors de la RICS, il y a des morts, mais à côté de ça, il y a des jeunes qui sont diffusés, rediffusés, rediffusés, parce que, excuse-moi du terme, mais ils se sont fait éclater au sol, ou une jeune fille s'est fait éclater au sol, et on rediffuse ça. Une RICS, c'est pas forcément la mort à la fin, et Dieu merci. Toutes les RICS n'aboutissent pas à la mort. Mais une simple RICS entre de jeunes filles, et malheureusement, tu vois, on a un cas dramatique, il y a quelques temps de ça, une jeune fille qui s'est suicidée de 16 ans. C'est quand même dramatique. Mais en fait, c'est ça aussi. Il faut pas oublier 13 ans même. 13 ans, pardon, oui, tu as tout à fait raison. Mais il faut pas oublier cet aspect-là, c'est que ça rapporte pour certains de l'argent. Certains vivent du malheur des autres. Et ça, il faut le souligner. Il faut vraiment le souligner. Et comment t'expliques que c'est un discours qu'on n'entend pas? Bah, c'est justement ça. C'est parce que je pense que, tu vois, moi, entre guillemets, parce que ça le fait pas de
taper sur ses réseaux sociaux, directement pointer du doigt? Je pense qu'on l'entend de plus en plus et ça se fait pas. Après, tu sais, je suis pas dans le secret entre guillemets des dieux, mais il faut justement taper là-dessus parce que on éviterait énormément de soucis. Voilà, on éviterait énormément de soucis si les gens comprenaient qu'à force de diffuser, à force de vouloir faire son beurre là-dessus, en fait, les conséquences sont énormes. On a des suicides de jeunes gens de 13, 14, 15 ans, c'est inadmissible. On a des familles détruites parce que même lors de la rixe, on a des coups de couteau. Alors que un jour, pour te dire une anecdote, j'ai parlé à un jeune, notamment dans une de mes interventions associatives, et lui m'a parlé d'une rixe où en effet un de ses amis avait planté quelqu'un. Donc la personne n'est pas morte, Dieu merci, mais voilà. Et à un moment donné, je lui dis mais pourquoi est-ce que vous en êtes venu à ça? Il m'a dit en fait pour rien. Voilà, parce que c'était 2 quartiers où ça s'est un peu branché sur les réseaux sociaux, c'est parti en insultes et ça s'est donné rendez-vous. Voilà, mais en fin de compte, il a dit il voulait prendre le couteau pour faire peur. Sauf que quand tu es dans ce mood, quand tu rentres dans une rixe, en fait, t'as plus de raisonnement. Malheureusement, t'as plus le raisonnement et ça, c'est dramatique. Et le raisonnement, puisqu'il disparaît, en fait, on prend les premières choses qu'on a sous la main. Et si tu viens avec une arme, dis-toi bien une chose, c'est que t'as 98% de chance de l'utiliser parce que tu es un gamin à cet âge-là. Et du coup, il l'a utilisé. Et en fait, il voulait pas. À la fin, il voulait pas. Mais le mal est fait. Le mal est fait, en fait. C'est ça qu'ils doivent comprendre, c'est qu'en fait, pour eux, la vie est un jeu. La vie est un réseau social où on peut mettre ce qu'on veut, mais ils sont complètement inconscients. Par contre, malheureusement, et tu le sais, tu les as reçus, les familles derrière, elles pleurent. Exact. Et c'est des condamnations à vie. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça que les jeunes doivent comprendre dans les risques, c'est des condamnations à vie. Et j'ai toujours ce même discours. À un moment donné, je lui dis, si un jour, moi, policier, je frappe à ta porte pour annoncer que ta petite sœur est morte, ou ton petit frère est mort, ou ton frère est mort, quelle sera ta réaction? Et si je te dis le motif de la bagarre, c'est simplement parce que lui, il l'a insulté et l'autre, il l'a pas accepté. Ou même un simple mauvais regard. Est-ce que tu trouverais ça normal? Et forcément, les réactions, tu t'en doutes, non, c'est mon frère. Tu vois, dès que tu touches le sang, dès que tu touches la famille, les regards changent. Et je leur dis, mais pensez à ça. Mettez-vous à la place en face de la mère ou du père qui sont condamnés à vie. Et ils sont réceptifs à ce discours? Te dire que 100% sont réceptifs, je te mentirais, très honnêtement. Mais tu sais, je pars du postulat, moi, que si j'arrive à convaincre ne serait-ce qu'une personne, vraiment, tu sais, ça, comme toi, je pense, tu sais, ce genre de choses, mais moi, ça me prend du temps. Je me déplace, je te dis, avec une association qui s'appelle Fondation de France, Graines de France, avec un monsieur qui s'appelle Reda Didi, qui lui se déplace dans toute la France, où on met l'accent sur ce rapprochement police-population, ou avec Abel Boy, son association qui est extraordinaire aussi, où il se déplace partout. Mais j'ai le même discours avec eux, et ils ont le même discours. On se dit, si on convainc juste une personne, si on évite une personne de mourir ou de tuer, la victoire est là. J'ai pas la prétention de dire que je vais changer tous les mecs, c'est pas possible, c'est impossible, je suis complètement lucide. Mais si j'arrive à convaincre juste 1 ou 2 personnes, j'aurai gagné. Franchement, on aura gagné. Et ce sera une famille épargnée. C'est ce qu'on retiendra, et t'as bien raison, Walid. Et tu sais, comment dire, en voyant ce triste constat-là, comment tu te sens en tant qu'homme? Parce que tu sais, tout à l'heure, tu disais que, voilà, là, c'était pas une vocation de prime abord, le métier de policier, mais que tu t'es pris finalement au jeu. Et finalement, comment tu te sens à la fin de la journée? Franchement, à la fin de ma journée de policier, et tu vois, pour te dire mon parcours, là, j'ai repris le terrain il y a très peu de temps, parce que du coup, à un moment donné, j'étais ce qu'on appelle détaché, au niveau syndicat où je m'occupais de plusieurs commissariats, mais là, j'ai repris le terrain depuis peu, et j'en suis très heureux. Comment je me sens à la fin de la journée? Te dire que je me sens utile, oui. Je pense pas qu'on puisse se sentir inutile parce que je ne néglige rien, aucune de mes actions. Même si on a l'impression que le simple fait d'arrêter quelqu'un en voiture parce qu'il a consommé du stupé et conduit, ça peut paraître pour certains ou certaines, ouais, super, c'est pas une affaire de folie pour un policier. Mais si, en fait. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si moi j'arrête cette personne qui a consommé du stupéfiant, qui conduit, et ce qui te dit que cette personne n'allait pas écraser un enfant, une mère, un père, j'ai fait mon taf, en fait, tu vois. En fait, dans ce métier-là, ce que moi je retiens, c'est que je ne cherche pas à savoir si l'affaire est folle, si j'arrête 40 kilos de stupéfiants ou si je fais des choses comme ça. Chaque action que je mène, j'essaie de les mener à bien parce que je me dis que ça porte. Donc, en fait, je suis satisfait chaque fois que je finis ma journée, je suis satisfait. Alors oui, je peux faire mieux, c'est évident, je me remets souvent en question parce qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux, mais je peux pas négliger chaque action. Chaque action est nécessaire, même si on embête les gens, même si ça a l'air de rien.
voilà, moi, je pense que moi, je suis très content de ma fin de journée, en fait. Je me sens très utile. Tu sais, on parle avec certains éducs de rue, avec certains acteurs sociaux qui dénoncent justement le fait qu'il y a un manque de moyens. Aujourd'hui, les jeunes sont livrés à eux-mêmes dans les cités. Tu sais, nous, et je vais faire le comparatif, mais moi, à leur époque, tu sais, nous, il y avait des MJC, il y avait des clubs de prévention, ce qui faisait que quand on ne pouvait pas aller en vacances avec nos parents, on allait avec eux. Ils prenaient le relais. Aujourd'hui, c'est des paramètres qui sont inexistants. Tu sais, malheureusement, et je suis pas en train de cautionner absolument pas, mais tu sais, les jeunes veulent parfois tuer l'ennui. C'est ça. Ce qui est dramatique. Et ils se rendent pas compte du danger. Bien sûr. Tu me suis? Oh, oui. Donc, là, moi, je voudrais qu'on aborde l'aspect budgétaire. Ouais. Toi, c'est un facteur que tu constates aussi, étant donné que tu es dans les rangs de la police, que tu es de surcroît sur le terrain. Est-ce que c'est des choses que tu constates également? Par rapport au quartier, pas les manques de moyens de police. Par rapport au quartier, oui, on le constate, parce qu'il y a des jeunes, malheureusement, qui n'ont rien à faire. Et la seule chose qu'ils trouvent faire, comme tu le dis si bien, ils veulent tuer l'ennui. Ils tuent l'ennui comment? En prenant des crosses, tu vois, en claquant des crosses dans le quartier non-stop, en cherchant de l'activité alors qu'il n'y en a pas. Et du coup, ils font parfois des choses qu'il faut pas faire, tu vois. Ils cherchent l'ennui, mais comme je te dis, pour moi, il y a un vrai problème de prise en compte de ce qui est le bien et le mal. Il n'y a pas de cadre, tu vois. On manque de cadre. Et malheureusement, tu as raison, des fois, ça manque de relais. Ça manque de relais, et beaucoup de gens le disent, notamment dans les médias, dans les interventions que je vois aussi à la télé et autour de moi, c'est qu'en fait, certains ont l'impression que l'État a abandonné certains quartiers. Absolument. Et le seul représentant de l'État dans le quartier, c'est la police. Et tu sais, j'ai une phrase que je dis souvent, notamment dans mes interventions, et je pose cette question, et tu vois, même si je te la pose à toi, je sais pas si je pense que tu auras la même réaction d'autres. Est-ce que tu es déjà venu, toi, ou quelqu'un dans ton entourage, venu voir la police pour annoncer une bonne nouvelle? Est-ce que tu es déjà rentré dans un commissariat pour dire, j'ai une bonne nouvelle? Non, c'est vrai. Voilà, tu vois, c'est ça le métier de policier, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous, on vient nous voir parce que ça va pas. C'est pas comme les pompiers où ils vont les voir pour dire, ah, super, vous m'avez sauvé, je vous remercie, on vient avec un sourire, ou le médecin, ou, tu vois, certains corps de métier. Il y en a d'autres, d'autres corps de métier où on vient pas pour des bonnes nouvelles, mais nous, la police, c'est ça. On vient pas nous voir parce qu'on a une bonne nouvelle. On vient nous voir parce qu'il y a un problème. Et j'ai tellement cherché à résoudre ce problème que je n'y arrive plus. Vous êtes ma dernière solution. Vous êtes ma dernière solution. Et c'est ça, la police. C'est le dernier rempart. Et c'est pas le dernier rempart, notamment aussi pour la République, mais c'est le dernier rempart de beaucoup de personnes. Et le manque de moyens, oui, on le voit. On le voit parce qu'en fait, les jeunes savent pas quoi faire. Les jeunes savent pas quoi faire, et puis ils ont l'impression qu'on les embête. Justement, ouais, mais nous, combien de fois on l'entend? Ouais, mais il y a rien à faire, vous venez, vous nous emmerdez. Tu sais, Walid, tu viens de soulever un très bon point, parce que tu as dit que vous étiez la première forme physique et vous êtes même certains et les plus méchants disent de vous que vous êtes les boucliers. C'est ça, ouais. Tu vois? Donc, malheureusement, et étant donné que le dialogue est rompu, tu peux aussi comprendre, et je dis bien malheureusement, que tout le monde ne vous accueillera pas avec les bras ouverts. Bien sûr. Là, ça c'est certain. C'est certain. Et j'ai bien dit malheureusement. Ouais. Tu vois? Donc, toi, déjà, c'est bien le fait que tu puisses aussi attester qu'il y a un manque criant de budget. Après, nous, comme je le dis souvent, la police, on est un peu les boucs émissaires. C'est-à-dire que quand il manque quelque chose, faut trouver un bouc émissaire. Faut forcément trouver un bouc émissaire, et des fois, le bouc émissaire, malheureusement, c'est le policier parce qu'il représente l'État. Mais c'est ça aussi le problème, c'est que le policier, il est pas là pour embêter. Le policier, il est pas là pour non plus supporter le manque de moyens ou le manque de structure qu'il y a dans certains quartiers ou dans certains endroits. Le policier, il est là pour aider. Et c'est ça qu'il faut, moi, que je rappelle souvent, le policier est là pour aider. Et je te le dis, vraiment les yeux dans les yeux, les policiers, on est conscients. Et on est ultra conscients que dans ces quartiers, 99% de la population, c'est des gens bien. C'est des gens qui ne demandent qu'à vivre tranquille. Et oui, on a 1% ou même 2% de certaines personnes qui, eux, ne veulent pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent facile. On revient finalement tout le temps la même chose, c'est l'argent. Je veux de l'argent vite, rapidement et beaucoup. Mais nous, on est conscients de ça. Alors 99%, il y en a certains qui vont dire « Ouais, tu mens parce qu'il y en a plus ». Évidemment, tu sais, 99% d'une grosse population, ça représente quand même beaucoup de monde. Bien sûr. Dire qu'il y a que 5-6 personnes dans un quartier qui fait qu'il y a des problèmes, c'est faux. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais ce manque de moyens, on en est conscient, mais on ne peut pas y pallier, nous. Nous, c'est pas notre métier premier. Notre métier premier est d'assurer la paix pour tout le monde
et de faire cesser les mauvaises choses. Tout simplement. Parce que nous, on anticipe le drame. On veut anticiper le drame. C'est la fonction première de la police. C'est de la prévention. En parlant de prévention, tu sais, je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire, hein, clairement. Mais tu sais, il y a des gens qui ont déjà effectué même des peines de prison qui sont disposés, ou du moins qui seraient disposés à parler dans des écoles, entre autres, dans des quartiers, dans des MJC, etc. Est-ce que toi, c'est des choses que tu pourrais faire avec eux en leur compagnie? Bien sûr, sans problème. Je pense que je serais même pas le seul à le vouloir, parce que la réinsertion, c'est essentiel. Et on est conscient, attention, la société, Dieu merci, elle donne la chance. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait tes bêtises, tu as payé ta dette à la société, tu as été en prison parce que tu le méritais sûrement, parce que la justice est passée par là, mais on a tous droit à une seconde chance. Je veux dire, quelqu'un qui a été en prison, lors de malheureusement, de son séjour en prison, a compris les choses, et peut-être même s'est formé en prison, ou a pris un métier en prison, et qui veut revenir dans la vie, qui revient dans la vie civile, entre guillemets, même pas entre guillemets, c'est qui revient dans la vie civile, et qui veut apporter son expérience, mais évidemment. Et moi, le premier, je serais ravi moi, avec mes interventions que je fais, notamment dans les écoles, dans les centripides et tout ça, venir avec quelqu'un qui a fait de la prison, moi j'ai aucun a priori sur ça. Bien au contraire, qui parle de son expérience. Parce que certains pensent que la prison, on en sort, on est balèze, on a une réputation. Non, la prison c'est dur. La prison ça casse. La prison ça tue parfois. Faut pas croire, il y en a certains qui ne se relèvent jamais de la prison. Et s'ils pensent que la prison c'est super parce que tout rentre, on fait ce qu'on veut, non, c'est complètement faux. La prison c'est très dur. Il y a personne qui ressent indemne. Et faut pas oublier une chose, c'est ce que je dis souvent à des jeunes, c'est quand toi, tu rentres en prison. Il n'y a pas que toi qui rentres en prison. Et ça, ils l'oublient. Ils me disent, mais il y a qui? Mais il y a ta mère. Il y a ta sœur, il y a ton père. Il y a une partie d'eux qui sont en prison avec toi. Parce que n'oublie pas d'où tu viens. Je veux dire, t'es pas né sur un trottoir. T'es pas descendu du ciel, salut, chez moi. T'as un père, t'as une mère. Et eux, ils ont rien demandé. Et quand t'es enfermé, eux sont enfermés avec toi. Et c'est ça qu'ils oublient. Et ça, il faut impacter sur ça. Il faut mettre le doigt sur ça. C'est que eux, ils pensent que ouais, c'est cool. Mais quand tu vois ta mère au parloir, pour rentrer en prison, faire rentrer sa mère dans une prison. À quelle heure on a imaginé ça? Tu fais rentrer ta mère en prison, c'est ça qui se passe en réalité. Elle se fait fouiller, ta mère. Elle a peut-être 60 ans. À quelle heure tu imagines que ta mère se fait fouiller tout le temps qu'elle vient te voir? On fouille ses affaires. On la fouille elle. Elle attend au milieu de gens. Elle entend peut-être des choses qu'elle ne devrait pas entendre. Elle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir. C'est ça que tu veux faire subir à tes parents? C'est en ça que tu as grandi? C'est en ça qu'ils sont sacrifiés tous les jours pour te donner à manger sur la table et t'habiller? Et c'est ça que tu veux les faire vivre, en fait. À arriver à 20 ans, 25 ans, tu fais fouiller ta mère tous les jours pour qu'elle vienne te voir. Et elle le fera. Parce que c'est ta mère, parce que c'est ton père, parce que c'est ta sœur et c'est ton frère. Ils le feront parce que tu es de leur sang, tu es leur famille. Mais c'est ta faute. C'est toi qui leur fais subir ça. Tu les mets dans des situations dégradantes. Et là, le discours n'est pas le même, tu vois, la perception n'est pas le même. Triste constat, mais surtout réel. Oui, c'est tout à fait réel. Tout à fait réel. Et tu vois, là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on voit vraiment que tu es pris par les émotions, même quand tu parles de ça, etc. Et moi, je te remercie pour ça. Mais tu sais, même dans le système scolaire, aujourd'hui, on a des enfants qui ne sont pas conscients des risques, qui ne sont pas conscients des peines encourues. Est-ce que là aussi, on pourrait faire de la preuve à ce niveau-là? On pourrait les conscientiser parce que, tu sais, il y en a qui vont probablement penser que, sous prétexte qu'ils soient mineurs, ils ne risquent pas la prison. Bien sûr, mais ça, c'est déjà le cas. Tu sais, dans la police, on a ce qu'on appelle Parce que je t'assure que si tu descends et que tu fais un sondage, je pense qu'il y en a plein exactement. Bien sûr, il y en a qui disent, ouais, je suis mineur, je vais pas en prison. Ouais. Mais ça, c'est faux. C'est faux, bien entendu, qu'il y a certains mineurs qui sont maintenant dans ce qu'on appelle des centres fermés. Il y a de la prison. Il y a de la prison pour les mineurs et ça existe. Mais il faut qu'ils en prennent conscience. Mais la police travaille là-dessus. Justement, tu sais, on a des interventions, on a des policiers, même la police met en place ça, qui interviennent dans les écoles, qui vont dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et qui sont intervenants et qui expliquent les choses, qui expliquent, attention, chaque acte a une conséquence. Et moi, c'est ce que je dis aussi, chaque acte a une conséquence. Vous pouvez faire un acte négatif et un acte positif. L'acte positif aura une conséquence positive. Si vous faites quelque chose de positif, vous aurez du positif. Mais si vous avez du négatif, vous aurez forcément du négatif. Et il n'y a personne qui échappe à ça. Et certains pensent que, ouais, je suis passé à travers les mailles du filet. Je leur dis souvent, nous, on a le temps. La police a le temps. La justice a le temps. Vous ne l'avez pas. Je vais te raconter une petite anecdote, c'est que j'ai recroisé un jeune homme que j'avais arrêté beaucoup de fois, avec qui ça se passait mal, je vais pas te mentir.
qui avait fait beaucoup de bêtises, et je l'ai interpellé plein de fois, et je l'ai recroisé beaucoup plus tard plusieurs années après, on s'est croisés au coiffeur. Tu vois, je te donne les détails. On était au coiffeur et je le vois rentrer. Il me dit, ah Walid, ça va et tout, je fais, et toi, tout va bien et tout. Tu vois, alors qu'on a eu beaucoup de conflits. Hein. Et pourtant, tu vois, toujours dans le respect, parce que j'ai toujours dit que je travaillais de manière respectueuse. Je suis le miroir, enfin, moi, je suis le miroir de ceux que j'ai en face de moi. Tu me manques de respect, je te manquerai de respect. Tu es poli, je suis très poli avec toi. Et du coup, je le recroise, il me dit, il me raconte un peu sa vie, il est papa, il a un travail et tout ça. Il me dit, mais par contre, j'ai un gros problème. Il me dit, j'ai les amendes qui m'ont rattrapé. Il y a 10 ans de ça, quand même. Je dis, ouais, tu dois combien? Il me dit, je dois 25 000 euros. 25 000 euros, c'est une somme extraordinaire, quand même. C'est-à-dire qu'il gagne, il m'a dit, je gagne 1 800 euros par mois. Maintenant, je suis papa, j'ai un enfant, mais je dois 25 000 euros. Et là, il doit payer. Et c'est pour ça que je dis, la police, la justice a le temps. Nous, tu sais, aujourd'hui, c'est Walid le policier. Il y a des gens qui me remplaceront. Et des gens qui sont encore derrière. Mais l'affaire est là. Et c'est ça qu'on dit, justement, dans ces écoles, c'est, on vous oubliera pas. Mais c'était des amendes dues à quoi? Des amendes dues, tu vois, d'un comportement, tu conduis, t'as pas d'assurance, tu fais du tapage, tout ça, mais tout ça se paye. Tout se paye, en fait, tu vois. Et en fait, il faut qu'ils comprennent que tout se paye, même au collège, même s'ils disent, ouais, je suis mineur, je crains rien, mais un jour ou l'autre, on te rattrape. Et nous, on a le temps. On a le temps, vraiment. Mais eux, ils l'auront pas. Parce qu'à un moment donné, même s'ils sont, tu vois, je vais prendre un cas extrême, ils sont dans le trafic, ils sont dans ce que tu veux, il y a des gens qui prendront leur place. Il y a des gens qui voudront prendre leur place parce que ça rapporte. Et soit ça se passera mal, malheureusement, ils seront tués, comme on voit à Marseille, tu vois, les règlements de compte, et on en voit de plus en plus partout des règlements de compte. Tu vois, à Valence, Marseille, ça commence à venir dans les quartiers ici, il n'y a plus de limite, en fait. L'argent attire. Et soit on prendra ta place, malheureusement, on te tuera, soit tu la laisseras, parce qu'à un moment donné, tu comprendras que les mecs derrière, ils sont décidés, ils sont déterminés, ils vont t'éliminer, donc par peur. Parce que toi, tu grandis, tu vieillis, tu fais ta famille, t'as des enfants, et là, par contre, ta perception n'est plus la même. Tu dis, attends, c'est vrai que je tiens le quartier, j'ai du business, mais eux, ils vont pas avoir de pitié pour moi. Et maintenant, j'ai une femme et des enfants, et ils savent que j'ai une femme et des enfants. C'est ça qui se passe en réalité. Et les mecs prennent la place. Et donc, tu laisses ta place. Sauf que quand tu laisses ta place, nous, on est toujours sur tes côtes. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on sait que c'était toi. On sait que t'as fait. Et un jour, tu paieras. Un jour, tu paieras. Parce qu'on lâchera rien. Moi, je le dis ouvertement, les policiers ne lâcheront rien. Et heureusement. Et un jour ou l'autre, même si t'es avec ta femme, tes enfants, et que ça y est, tu as tout laissé de côté parce que ça y est, mais nous, on te demandera des comptes et la société te demandera des comptes. Et c'est ce qui se passe en réel. Moi, quand je vois dans certains tribunaux, et que si tu as l'occasion d'aller les voir, les mecs, souvent, ils disent, ouais, mais maintenant, je suis rangé, j'ai une femme et des enfants. Ouais, mais alors? Tu dois payer ce que tu dois. Chaque acte a des conséquences. C'est ça le truc le plus important que je leur dis, en fait. C'est dur, mais malheureusement, on a besoin aussi d'entendre ce genre de discours. C'est la réalité. Qui fait froid dans le dos. Et tu sais, et j'ai pas envie de dire que c'est paradoxal, mais il y a aussi beaucoup de bienveillance dans ton discours. Tu vois, là où tu as envie de pousser les gens à s'élever, et c'est très bien ce que tu fais. Mais est-ce que tous les collègues ont la même réaction que toi? Le travail de policier, de gendarme, de policier municipal est de plus en plus dur. On est soumis, voit les gilets jaunes, voit les dernières manifestations récemment contre la retraite. C'est très dur d'être policier. Et certains sont fatigués, je le conçois. Mais crois-moi, et je te jure que je te parle avec la plus grande sincérité quand je te dis que beaucoup de collègues pensent comme moi. Ce métier-là, on ne peut pas y rester parce qu'on voit de la lumière ou on veut juste gagner un peu d'argent. Si tu veux être riche, tu rentres pas dans la police, très clairement. Ce métier-là, tu le fais parce que tu aimes les autres. Et je t'assure qu'on aime les gens. On aime vraiment les gens. Mais est-ce que tu connais quelqu'un, bon, à part ces métiers quand je parle des gendarmes, des policiers, est-ce que tu connais quelqu'un qui, par exemple, s'il y a un acte terroriste, s'il y a un appartement qui brûle, s'il y a une femme en danger, qui, au lieu de se sauver comme beaucoup le feraient, court vers le danger. Nous, on court vers le danger, on ne le fuit pas. Tu vois, on court vers ce danger, on apprend quelque chose, on court pour aider. C'est notre, on a ça dans le sang, en fait. C'est fou, hein, ce que je te dis, parce que on n'est pas les plus riches du monde. Le policier, même le ministre de l'Intérieur disait, on n'est pas assez payé. Je le rejoins là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu connais quelqu'un qui, malgré ça, malgré le fait qu'on se fasse insulter, qu'on se fasse sur les réseaux sociaux avec les vidéos où on nous insulte tout le temps, on parle mal de nous, on n'a aucune confiance. Certains nous crachent dessus, même au niveau politique. Tu vois, au niveau politique, on se prend certaines personnes politiques, je citerai absolument pas de nom, mais qui nous limitent, nous crachent dessus en disant qu'on est les méchants. Et malgré tout ça, on y va tous les jours.
Malgré tout ça, on y va. J'ai des collègues. Il doit y avoir des avantages quand même. Non, l'avantage, je te jure, c'est vrai, je te promets, on n'a pas d'avantage spécifique. C'est sûr. Ah, mais c'est certain, tu sais, le salaire d'un policier, tu le trouves sur Internet. Mhm. On est une profession ultra transparente. Mais je te jure que le truc, c'est que quand tu sauves une vie, parce que moi, j'ai des collègues qui ont sorti des gens du feu, tu vois. J'ai des collègues qui ont fait des choses extraordinaires. Mais dans toute la France, il y a des gens qui sont extraordinaires. Il y a encore une collègue féminine, là, récemment, toute seule dans un parking souterrain. Elle a arrêté un mec qui voulait agresser 2 femmes au couteau. Elle l'a fait toute seule. Mais en fait, je te garantis que la satisfaction que tu as, ce sentiment que tu as, et quand tu vois quelqu'un qui te regarde, mais je te jure, hein, qui te regarde en disant, mais vous m'avez sauvé, vous avez sauvé mon fils, ma fille, mais ça n'a pas de prix, en fait. Et ce petit truc-là, mais ça te rebooste. Ça te redonne l'envie pour une année. Et là, tu comprends l'essence même de ton métier, tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est ces petits moments qui nous sont précieux. Bien sûr qu'on a plein de difficultés, bien sûr que on voudrait gagner plus, on a des problèmes de matériel, même si c'est beaucoup amélioré, on va pas se mentir. On a des meilleurs véhicules, des meilleures infrastructures. On a plein de choses à améliorer dans la police. Je suis le premier à le dire. On a des gens qui veulent rentrer chez eux, les mutations sont compliquées, on a plein de choses à corriger. Mais ça s'améliore. Mais notre essence, je veux dire, quand on vit cette situation, quand on a une enfant qui te regarde et qui te fait un câlin, oh, qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Tu comprends ce que tu fais, en fait. Et là, tu rentres bien. On voit la passion, en tout cas. Ouais, je l'aime beaucoup. Tu sais, je vais rebondir sur les RICS. Ouais. Quelles seraient les solutions pour y remédier? La prévention, c'est essentiel. La prévention, c'est essentiel. Mais moi, je vais être très clair dans mon discours. Et la prévention, c'est bien, mais c'est insuffisant. En fait, la prévention, il doit avoir la sanction. Il faut pas avoir peur de ce mot-là. Il faut pas avoir peur du mot sanction. La sanction doit être là. C'est-à-dire que oui, il faut prévenir, oui, il faut expliquer ce que ça engendre. Mais si on fait de la prévention, moi je pars de ce postulat-là, si j'ai fait de la prévention, si je t'ai expliqué les choses, et je t'ai dit les conséquences éventuelles qu'il peut y avoir, si malgré ça tu agis et que tu fais ça, la sanction doit être lourde. La sanction doit être lourde parce qu'on ne comprendrait pas, et on ne comprend pas actuellement ce qui se passe. On ne comprend pas qu'on puisse faire des rixes, tuer. Toi, tu as reçu malheureusement quelqu'un qui a un enfant qui est malheureusement décédé, et il doit pas comprendre, et il ne comprend pas. Il ne comprend pas que le meurtrier de son enfant, parce que moi j'appelle ça un meurtrier, soit encore libre. C'est inconcevable. Je veux dire, il faut, en fait, pour comprendre les choses, mettons-nous à la place de ces gens-là. Regarde ton fils ou ta fille quand tu rentres le soir, dis-toi dans ta tête, on me l'a enlevé, à vie, pas pour une journée ou deux, à vie, on me l'a retiré. Quelle serait ma réaction? Donc c'est pour ça qu'il faut de la sanction, et lourde. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, là, c'est un discours assez répressif. Bien sûr. Que tu sors. Et moi, je pars du principe, s'il y a une grosse prévention qui est faite, tu sais, comment dire, la sanction doit vraiment être comment dire, la dernière solution. Mais évidemment. La dernière option, tu comprends? Donc pour moi, même quand tu fais de la prévention, la sanction, ça doit venir après. Bien sûr, mais c'est pas ça que tu dois mettre en première ligne. Non. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, parce que encore une fois, tu sais, et je vais réitérer mes propos, et c'est pas un discours de façade que je sors. Bien sûr. On est vraiment sincères tous les deux. C'est que voilà, il y a beaucoup de bienveillance, et moi, je te remercie une énième fois d'avoir accepté l'invitation. Mais tu sais, moi-même pour parler avec des jeunes, et moi-même pour avoir déjà exercé en tant que acteur social du terrain, ils sont inconscients. Bien sûr qu'ils sont inconscients. Ils sont inconscients. Et malheureusement, même parfois, ce n'est même pas tout le temps de la méchanceté. Non, c'est de la bêtise. Exactement. Je te rejoins, tu vois. Mais je te rejoins à 100% sur ce que tu dis. Mais c'est pour ça que je pense que chaque corporation devrait marcher main dans la main. Bien sûr. Tu sais, quand je te parle même de l'éducation nationale, tu vois, parce que c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Aujourd'hui, il y a plein de facteurs qui sont occultés. Mais les jeunes ne savent pas ce qu'ils risquent. Ils ne connaissent pas. Pour eux, c'est un phénomène. Et tu sais, tout à l'heure, même quand tu as parlé des réseaux sociaux, c'est une vérité absolue, c'est factuel. Bien sûr. Tu vois? Donc moi, c'est pour ça que sanction, oui, mais si jamais toute la phase de prévention n'a pas été assimilée. Alors, moi, je vais aussi te poser une question. Absolument. Parce que, tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, dans mon discours, je suis très clair. Tu vois, je suis pas manichéen, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, je le sais. Mais je suis très clair. Je dis qu'il faut de la prévention, elle est nécessaire, elle est vitale. Tu vois, j'insiste sur ce fait-là. Pour moi, je la fais, cette prévention, dans le domaine associatif, j'y vais souvent, et j'y vais, et elle est nécessaire, elle est vitale. Mais, il faut
de la sanction. La sanction, en fait, c'est la conclusion, si tu veux. Tu vois, la prévention, c'est le départ. Exact. La prévention prend du temps. Bien sûr qu'elle prend du temps. C'est même sur 1 an. Aller voir les gens, il faut pas y aller qu'une fois. Oh, bonjour, tel jour, telle heure, de 8h à 9h, policier arrive, on vous explique. Merci, on les voit plus. Ça, c'est trop light, à mon sens. Attention, je pense qu'à mon sens. Et quand je parle des policiers, ça peut être aussi les acteurs de justice, parce qu'il y a aussi la justice qui doit venir se présenter, parce que la police fait partie de la justice, mais nous ne sommes pas les décisionnaires de justice. C'est les magistrats. Il faudrait que des acteurs associatifs dans la justice viennent dans les écoles pour dire voilà les sanctions qu'on risque, voilà ce qui se passe en réalité, ou même des avocats qui viennent dans les trucs pour dire ben voilà moi j'ai défendu telle personne, voilà ce qui a été, voilà ce qui en est. Mais et j'insiste sur ça, il faut de la répression. C'est peut-être un mot fort et c'est peut-être un mot qui fait peur, mais je veux dire mettons-nous toujours à la place du papa ou de la maman victime. Prenons un cas où un jeune homme a tué quelqu'un. Ce jeune homme, on a été le voir, pas une fois, pas 2 fois, on a mis en place tout ça. On est venu avec des associations de policiers, des associations à côté, pour lui dire, voilà les gars, c'est quoi le risque, voilà tout ça. Mais si au bout d'un moment donné, tu expliques ça pendant 1 an et demi à quelqu'un, et il a compris, puisque l'ensemble de ses camarades ont compris qu'ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas participé à une rixe, ils n'ont pas tué. Mais lui, il était dans ce système de prévention. Et malgré cela, il tue. Comprend qu'il doit avoir une sanction lourde, parce que ça veut dire, soit il se moque des gens qu'il a en face de lui, il s'est moqué du policier qui est venu voir, il s'est moqué de l'éducation nationale qui lui a donné les moyens, qui lui a donné l'information, il s'est moqué de toute l'institution de l'éducation nationale et peut-être même de l'institution républicaine. Il a dit, je m'en fous en fait. Je connais les règles. On m'a donné les outils pour être le meilleur, de ma meilleure version de moi-même, mais malgré cela, j'ai dit, je m'en fous, et j'ai fait cet acte-là, et j'ai tué. La sanction doit être exemplaire. Il faut. Les gens ne comprennent plus. Au jour d'aujourd'hui, tu sais, je vais dire une chose, les gens ne comprennent plus. Les gens ne comprennent plus qu'on puisse tuer de manière limite gratuite, parce que c'est toujours sur des futilités, mais ils ne comprennent pas que derrière, il n'y a rien. Tu sais, là, on est en train de parler de crimes routiers, d'homicides routiers. Parce que les gens ne comprenaient plus que, malgré qu'un mec conduit sous stupéfiant complètement bourré et qui ramasse 5-6 jeunes et qui les tue. Il y a encore un enfant dans le 78, tu vois, une enfant qui est morte parce qu'elle conduit sous stupéfiant. Mais explique à ses parents que elle va faire 6 mois de prison parce que c'est un accident en fait. Et tu dirais quoi, toi, à certains politiques qui veulent qu'il y ait la condamnation aussi des parents? Alors, moi, tu sais, je suis pas du tout dans la politique et je rentrerai jamais là-dedans. Mais oui, si tu me poses la question en tant que parent, parce que moi je suis papa aussi, si un jour, que Dieu nous préserve, pour ceux qui croient en Dieu ou quoi que ce soit, malheureusement, si un de mes enfants venait à être touché par un drame pareil, évidemment que je demanderai des comptes, mais pas aux parents. Moi, je peux pas demander des comptes aux parents. Pour certaines autres choses, oui, parce que si j'ai un enfant de 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans qui est dehors, oui, là, c'est les parents, clairement. Mais arrivé à un âge, tu vois, on revient à ce que je te disais, la prévention, arrivé à un âge où on t'a formé, on t'a éduqué, on t'a donné des outils, des moyens. Arrivé à un certain âge, et je parle pas de la majorité, parce qu'à 16 ans, j'estime que tu sais un peu ce que tu dois faire. Si tu prends un véhicule, tu n'as pas le permis, ça veut dire que tu assumes tes responsabilités. À partir du moment où tu prends un véhicule, que tu es 16 ans, 17 ans, tu sais que tu dois pas le faire. Tu conduis à très vive allure, tu renverses quelqu'un, tu assumes, tu as fait des choix d'adulte, tu dois prendre des sanctions d'adulte. À ce moment-là, j'ai pas de compte à rendre, entre guillemets, aux parents. Par contre, lui, il doit m'en rendre. C'est lui qui a ôté la vie d'un de mes proches, d'un de mes amis. Et lui, par contre, il doit me rendre des comptes. Et là, j'attendrai des choses exemplaires. Parce que moi, je suis condamné à vie. Moi, la personne qui a perdu son fils, sa fille, il est condamné à vie. Lui, ça se trouve, il est toujours aussi inconscient. Et dans 3-4 ans, il est dehors. Non. Moi, ma souffrance, elle est pour l'éternité. Moi, je prends perpète. Mais lui, non. Donc ça, c'est 2 poids, 2 mesures que les gens ne comprennent plus dans notre société. Les gens ne comprennent plus que eux, ils sont condamnés à vie et quelqu'un, au bout de 7 mois, 8 mois, il est dehors. Ça, pour moi, c'est un problème. Et ce serait quoi le mot que tu dirais à la jeunesse, justement? Le mot que je dirais à la jeunesse, c'est honnêtement, pour en côtoyer beaucoup et pour être rentré dans ce monde associatif qui est extraordinaire, j'ai envie de leur dire, juste déjà dans un premier temps, croyez en vous. La seule limite de la jeunesse, c'est elle-même.
Et quand je dis la limite, et le plus grand ennemi surtout, la phrase que j'emploie souvent, c'est le plus grand ennemi de quelqu'un, c'est lui-même. C'est le jour où tu vas avoir un choix à faire. Ce choix, soit c'est la voie de gauche, soit c'est la voie de droite. Cette voie-là, elle va te perdre, ou l'autre voie, elle va t'emmener plus haut. Faites les bons choix. Et si vous les faites pas, il y aura sanction. Alors je reviens sur ce mot qui est peut-être un peu dur, mais c'est une réalité. La société ne pardonne rien. Et les gens ne pardonneront plus rien. Faites les bons choix. Soyez judicieux. Vous avez les moyens d'être les meilleurs. Soyez la meilleure version de vous-même. Et soyez bon. Illustrez, il faut s'illustrer de bonne manière. Montrer l'exemple. Pas le mauvais exemple, mais le bon exemple. Et tirez les autres avec vous. Et si tout le monde apporte cette petite pierre, tu vois, si lui il fait ça, il en tire 2. Et si les 2, ils en tirent 2, je te laisse imaginer le résultat à la fin. On va en avoir des centaines. Puis on aura des gens bien. C'est tout ce qu'on souhaite. Ce serait peut-être ça mon mot de la fin. En tout cas, Walid, merci beaucoup Merci à toi. pour ce discours rempli de bienveillance. Et on a besoin d'entendre ça. Ouais, on va l'entendre souvent. J'y renonce pas en tout cas. Voilà, c'est très bien. Merci à toi, Walid. Merci à toi, merci de m'avoir reçu. C'était le tiers avec Walid pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.